Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre, première partie du Tactica consacré au Kintor. Je sais que beaucoup de joueurs attendaient ce Tactica, puisque les Kintor sont une des races les plus jouées de Briscard. Donc du coup, j'imagine que vous aurez plein de choses à dire. D'ores et déjà, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, sur Facebook, bref. Je le rappellerai en fin de vidéo, mais vous pouvez toujours partager votre avis, je suis toujours à l'écoute. Si vous avez des idées ou si je me plante, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Comment vont s'articuler les Tactica Kintor ? Eh bien, le premier Tactica, celui-ci va être consacré principalement aux miliciens et apparentés, c'est-à-dire que vous allez également avoir Cartouche et El Diablo, ainsi que Brutaux. Ça permet un petit peu d'égaliser au niveau des figurines présentées dans les Tactica. Sinon, les miliciens, les classiques, le chef de milice, Torquemada, Vasco, etc. Vous les retrouverez ici. Dans le deuxième Tactica, vous aurez grosso modo tous les autres, ceux que j'ai appelés la marine, principalement, puisqu'il y aura le capitaine Scorbut, El Commodore, vous aurez également Graziella, et les inclassables, ou je sais pas tellement où les mettre, comme El Sabio et Igoré et Franconchon. Donc voilà comment vont s'organiser les Tactica. Le troisième Tactica va être une discussion avec une ou deux personnes, à voir encore comment ça va se passer, sur les diverses listes, les choses dont on n'aura pas parlé, les idées, etc. etc. Donc assez classique. Quelques généralités sur les Kintor. Alors ceux qui me connaissent un petit peu savent ce que je vais dire. Je considère les Kintor comme les Space Marines de Briscard. Pourquoi ? Eh bien, déjà parce qu'ils ont pour leur gamme de prix chacun des stats qui sont plutôt standards. Il n'y a pas de... Vous ne trouverez jamais une figurine qui a, comme par exemple un Dodger, un mouvement extrêmement haut et un profil extrêmement bas. Ou comme un Abeshima avec un mental extrêmement haut et une force qui frise le néant. Enfin, il n'y aura pas beaucoup d'écart au niveau des caractéristiques, à savoir que la plupart du temps ils vont pêcher au niveau de la dextérité et parfois du mental, mais ça va être compensé par d'autres choses. Ils ont des profils très stables et surtout, comme pour les Space Marines, bon ça fait longtemps que j'ai pas fait du Warhammer 40 000, mais à l'époque où je jouais, les Space Marines étaient capables de, même si vous vous plantiez stratégiquement, ils étaient capables de revenir parce qu'ils avaient des bonnes stats, parce qu'ils avaient, sans pour autant être extraordinaires, elles étaient suffisamment bonnes pour qu'ils puissent encaisser une petite erreur de stratégie. Je trouve que les Kintor, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un type de bande qui est vraiment très bien pour débuter, puisque même si vous faites une boulette, vos compétences et vos capacités vont vous permettre de rester dans la course, à condition que la boulette ne soit pas trop grosse, vont permettre de rester dans la course et de toujours être menaçant ou être compétitif, sans pour autant automatiquement vous disqualifier ou vous éjecter loin du scénario. Évidemment, ça dépend toujours du scénar en question, de la table de jeu, on est toujours à Briscard, mais je trouve que c'est une armée qui a une certaine facilité à prendre en main. Il y a des subtilités, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a des subtilités, mais si vous décidez de jouer sans, ça peut passer. De même que beaucoup de joueurs qui commencent me disent « Ouais, mais le starter Kintor, c'est le plus fort de tous les starters à 300 pièces d'or. On n'arrive pas à le battre avec un autre starter. » Alors, déjà, non, le starter Kintor n'est pas le plus fort de tous les starters à 300 pièces d'or. Il n'y a pas de starter plus fort. Cependant, comme on a l'habitude de jouer... Quand on débute, on joue un peu bourrin, on réfléchit pas forcément trop parce qu'on connaît pas toutes les subtilités. Il y a d'autres petits détails à apprendre au fur et à mesure. C'est celui qui est le plus instinctif et c'est celui qui est le plus facile à appréhender. Tandis qu'un starter Sundar ou un starter Tulien aura plus de choses à appréhender avant d'arriver à le maîtriser qu'un starter Kintor. Mais non, le starter Kintor n'est pas plus fort
que les autres starters, il est plus facile à prendre en main. Alors du coup, d'un côté, j'aime bien les Kintor parce que ça veut dire qu'on a potentiellement moyen de faire quelque chose de très bien avec pour débuter ou pour continuer à approfondir le jeu. Et d'un côté, je les aime pas parce que je vais pas dire que c'est trop facile, mais il y a une certaine touche de facilité et on aurait peut-être tendance à se dire c'est facile, je vais pas chercher plus loin. Et moi, comme j'aime bien creuser, c'est pas forcément ce qui m'intéresse dessus. Donc je suis un peu mitigé sur les Kintor, c'est mon propre avis. Vous avez évidemment le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Quoi qu'il en soit, on va commencer avec vraiment le cœur du Tactica, c'est-à-dire les miliciens, et on commence avec le milicien à l'épée. Alors, la limitation est un peu spéciale, c'est soit vous en avez que 1, et si vous avez un chef de la milice, vous pouvez en avoir jusqu'à 5. Il coûte 55 pièces d'or, consti 4, dextérité 3, force 4, mental 2, 4 de mouvement, 8 PA, 20 PV. Et vous voyez justement que déjà là, le profil est très stable pour 57 pièces d'or, on a quelque chose de très stable, de très costaud. Son épée bâtarde a 1d5 plus de dégâts, et le contrôle d'identité qui est une compétence spéciale et pas une botte. 4 PA, pas d'échec critique, donc vous lancez le dé et si vous faites pas 1, ça passe. La cible perd 4 PA pour sa prochaine activation, à moins de réussir un test de désengagement réalisable une fois par cible. Alors le milicien à l'épée est une excellente recrue, il coûte déjà pas cher, faut savoir que les Kintor coûtent quand même relativement cher. Il y a bien entendu des exceptions, mais le milicien à l'épée étant des moins chers, et à mon avis un des plus fiables. Ses excellentes caractéristiques pour son coup font qu'il est présent, il est là, il tape relativement bien, il a une épée bâtarde qui peut faire soit 3 dégâts, soit 7 dégâts, donc c'est quand même plutôt balèze. Il a 20 PV, c'est pas énorme, mais c'est pas non plus le néant absolu. Mais surtout, il a sa capacité spéciale de contrôle d'identité qui peut vraiment être très handicapante pour l'adversaire, puisque réussir un test de désengagement, pour certaines personnes, c'est très facile. Je prends notamment certaines personnes qui ont des compétences spéciales pour se désengager. Vous prenez Bonnie, qui se désengage à dextérité x2, et qui a 6 de dex, je crois, en tout genre. Enfin, il y a plusieurs figurines comme ça qui sont avantagées, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas ces avantages-là, et qui doivent faire le jet de désengagement en opposition avec le milicien, qui démarre quand même, de mémoire, c'est consti force pour retenir un désengagement. Je crois que c'est ça. Bref, il démarre à 7 ou 8, ce qui est un très bon score. Certaines figurines démarrent à beaucoup moins. Et du coup, c'est un petit peu embêtant. Surtout que vous devez réussir un test de désengagement, ça vous coûte des PA. Si vous le faites pas, vous perdez des PA. Bref, vous allez de toute façon y laisser un peu de PA. Lui aussi, il va y laisser des PA, mais ça peut clairement vous foutre en l'air un plan, puisque vous aurez besoin de vos PA pour réaliser des objectifs, faire des mouvements, des attaques. Ça peut vraiment être très très handicapant. Chose étonnante avec cette figurine, je fais une petite aparté fig à proprement parler, c'est que il est armuré d'une plaide complète, mais il n'a pas d'armure sur son profil. Alors je trouve ça assez rigolo. Dans les équipements que vous pouvez lui donner évidemment une armure, si vous avez envie qu'il soit un peu plus tanky. Vous pouvez également lui donner changer son épée peut être une idée, mais ça veut dire que vous augmentez son coût. Lui donner un bouclier peut être une idée également, mais ça veut toujours dire que vous augmentez son coût, donc faites attention à ce que vous voulez en faire de votre milicien. C'est vraiment, vous pouvez lui mettre un peu n'importe quoi, un peu tout ce que vous voulez. Un filet peut-être pour immobiliser un colosse, sans pour autant devoir mobiliser une figurine plus chère ou qui risquerait de se prendre des coups. Vous pouvez lui mettre, donc changer l'arme, changer d'armure, bouclier, vous pouvez lui mettre des potions, même si en soi c'est pas forcément ce qu'il y aura de plus rentable. Je pense que le milicien à l'épée avec une petite potion de force, ça va pas être dégueu. Vous pouvez lui mettre une potion de constitution également si vous voulez qu'il encaisse un peu mieux. Bref, il y a pas mal de possibilités sans pour autant avoir d'équipement ultime. Et aussi, chose intéressante, c'est son mental, justement, qui est très faible. 2 de mental, c'est à peu près c'est
C'est à peu près un Thuléen, mais les Thuléens ont des bonus en mental. Et donc, du coup, vous pouvez jouer sur ce moral assez faible au final, mais souvent il va être compensé par la présence justement d'un personnage Kinter qui va soit lui donner un boost de morale, soit lui faire utiliser le moral du leader, etc. Donc c'est assez facilement compensable. On va passer aux miliciens, à l'arbalétrier, de la milice, qui, pour 62 pièces d'or, alors limitation unique ou 3 avec un chef de la milice, a également un profil très stable, donc constitue 4, dextérité 4, force 3, mental 2, 4 de mouvement, 8 PA, 20 PV, donc ça c'est à peu près la même chose que le milicien à l'épée. Il a une arbalète, alors 3 PA, 8 carreaux, cadence 1, les dégâts 1 des 5 plus 3 perce armure, la portée 3-7, recharge 2 PA. Il a également une compétence spéciale, 3 PA, 10 moins distance d'assaut dégâts. Si l'adversaire pénètre à moins 3 brasses d'un arbalétrier, ce dernier peut effectuer un tir de réaction. Alors, première chose, il n'a pas d'arme de corps à corps, ne pas oublier que du coup il va devoir taper au poing, ou alors il va falloir lui donner une arme de corps à corps, attention c'est important, il ne peut pas tirer non plus au corps à corps. L'arbalète, c'est un lance-bûche le machin, il n'y a pas d'autre mot, je veux dire c'est une très bonne arbalète. Ça coûte 3 PA pour tirer avec. Mais en attendant ça fait 1d5 plus 3 dégâts et c'est perce armure, ce qui en fait une des meilleures armes de tir du jeu pour le coup de l'arbalétrier. C'est très très clairement quelque chose de très très fort. Le tir de réaction est un tir qui est extrêmement intéressant puisqu'il est, avant même d'être efficace, il est très dissuasif. Parce que du coup vous allez pouvoir vous positionner à un endroit de passage. Si vous avez une table de jeu qui vous permet de le positionner de façon optimale, c'est encore mieux. Mais surtout il va dire à votre adversaire, voilà, si tu passes, même si ça fait pas forcément beaucoup de dégâts, moi je te fais quand même un tir dans la tronche. Et ça peut occasionner divers soucis de points de vie. Ou alors, si votre adversaire voulait charger un personnage important à ses côtés, il est déjà un peu affaibli. Il y a plein de petites choses comme ça où vous pouvez le mettre, avant même d'être efficace dans son action, de le mettre de façon dissuasive et jouer sur l'effet dissuasif que peut avoir un tir avant même de bouger, ou alors s'il vous tire dessus et que vous dites mince il me reste 4 PV, du coup il va pas charger parce que vous allez mourir durant votre charge. L'arbalétrier de la milice, alors comme pour le milicien à l'épée, je trouve que la figurine est cool, mais il a pas d'armure non plus, alors que lui il a carrément le casque avec le plastron. C'est un peu bizarre, mais je comprends aussi qu'on lui mette pas forcément une armure, parce que sinon ça va augmenter son coût. Dans les équipements, c'est le même topo que pour le milicien à l'épée. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? On peut lui mettre une potion de dextérité pour mieux tirer, on peut lui mettre une potion de constite pour mieux encaisser, on peut lui mettre une armure, on peut lui mettre un bouclier. Changer son arbalète, à mon avis, serait pas forcément le plus rentable, puisque c'est déjà une bonne arme de tir, et que du coup vous allez devoir payer plus pour avoir une arme de tir qui sera pas forcément meilleure. À voir ce qu'il y a dans les équipements. Pour ce qui est du reste, c'est de très bonnes figurines de base. Elles ne coûtent pas très cher et elles vont vous permettre de faire des listes qui vont avoir des personnages qui vont tenir le choc sans pour autant être excessivement chers. Et comme pour le milicien à l'épée, son mental peut être compensé par la présence d'un personnage plus important, comme justement le chef de la milice ou Torquemada, entre autres. Et du coup, vous pouvez justement faire une liste à thème sympa avec les miliciens. J'en ai vu une ou deux qui traînent, et c'est plutôt cool. Je sais pas exactement ce que ça vaut en jeu, je pense que ça doit se défendre. Les profils sont stables et relativement fort. Il y a moyen, je pense, de faire pas mal de trucs et que ça tourne pas trop mal. On va passer à Ayudante Kiros. Alors, je sais pas si je le prononce juste, je pense pas, mais c'est pas grave. Alors, chef de la milice, 115 pièces d'or, constite 6, dextérité 4, force 5, mental 4, 4 de mouvement, 8 PA, 30 points de vie, armure, -1, 6, -3, avec 6 PV pour l'armure. Il a une arme, c'est l'épée bâtarde qui fait 6 dégâts. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Le bouclier qui fait 4 dégâts. Si l'attaque du bouclier passe, la cible est au sol. 2 compétences spéciales.
EQ, tant qu'il a son bouclier, Kyros effectue ses contres pour 1 PA. Il peut décider de sacrifier son bouclier pour absorber un tir d'artillerie. Dans ce cas, il en perd l'usage, mais ne fait pas de shiver. Chef de la milice, tant que Kyros est présent, les miliciens ne testent pas leur morale. Et du coup, ça va tout à fait dans le thème milice. Qu'est-ce qu'on a ? On a un profil qui est quand même assez cher, il fait 115 pièces d'or. Constit 6 qui est excellent, Force 5 qui est loin d'être mauvais, une bonne dextérité. Et un mental tout à fait correct. 4 de mouvement, c'est très standard. Les PA, c'est aussi également standard pour l'époque où il est sorti. Surtout que machin, comme il compte pour un PA, faudrait pas lui en mettre trop des PA, sinon ça va vraiment devenir insupportable. Il a 30 points de vie avec une armure qui est bonne. -1, 6, -3, ça fait partie des bonnes armures avec 6 points de vie pour l'armure. Il a une épée bâtarde qui, contrairement à la bâtarde du milicien qui doit moins bien l'utiliser que lui, fait 6 dégâts fixes. Donc ça passe. Le bouclier, j'aime bien parce que ça fait 4 dégâts. Vous pouvez taper avec un bouclier, sinon il suffit de regarder les règles de bouclier qu'il y a dans le livre de base. Et surtout, si l'attaque passe, la cible est au sol avec le bouclier, ce qui peut être particulièrement gênant, parce que vous allez devoir claquer votre mouvement gratuit pour vous relever. L'écu qui fait qu'il contre pour 1 PA, et ça c'est aussi extrêmement dissuasif. L'écu qui lui donne en plus la règle spéciale de sacrifier son bouclier pour éviter un tir d'artillerie, ça peut toujours lui sauver les fesses. Remarquez également que le bouclier en soi n'a pas ne booste pas sa défense. Ça ne lui permet, ça lui donne en fait la possibilité de faire des contres. Mais la plupart des boucliers augmentent la défense du personnage, mais lui pas. C'est vraiment un écu particulier. Après, je pense que si vous remplacez son bouclier, vous allez remplacer cette règle spéciale. Mais à vérifier, je suis pas sûr à 100% de ça. Et le chef de la milice, justement, tant qu'il est présent, les miliciens ne testent pas leur morale. Alors c'est un avantage et un désavantage puisqu'ils testent pas le moral, mais ça veut dire également qu'ils testent pas s'il y a un des leurs qui est tué à côté. Comme ils ne testent pas, ils réussissent pas ou ils échouent pas. Donc du coup, il n'y a pas de bonus d'attaque, mais vous avez aucune chance de les perdre en état prostré. Et du coup, avec lui, vous pouvez éviter de mettre une racine de mandragore sur un milicien pour justement éviter d'être prostré. Sinon, effectivement, la racine de mandragore est un objet aussi utile si vous n'avez pas de Kyros avec vous. C'est un personnage qui est également effrayant par la possibilité qu'il a justement de faire des contres pour très peu, mais il est aussi effrayant parce qu'il a une carte spéciale, et cette carte spéciale c'est Aguerrissement. Le chef de milice sait inspirer ses troupes à chacune de ses activations. Il peut accorder 1 point à tous les miliciens dans une des caractéristiques suivantes, consti, dextérité, force. Lui-même ne bénéficie pas des bonus. Aguerrissement se réinitialise au début du tour du chef de la milice. Ça coûte 5 points par milicien, et ça c'est quand même extrêmement fort, puisque à chacune des activations de Kyros, vous allez pouvoir donner 1 point à vos miliciens, donc augmenter leur force, leur constitution, etc. Ça va compenser un petit peu une hypothétique potion quelconque, mais si vous voulez faire plus de dégâts, si vous voulez toucher mieux, vous augmentez la force, si vous voulez tirer mieux, vous augmentez la dextérité. Ça dépendra évidemment de qui a besoin de quoi dans les situations. Alors il y a quand même des effets il y a quand même des limitations. Donc ça commence à l'activation de Kyros, vous choisissez à ce moment-là, mais par contre, ça se réinitialise au début du tour du chef de la milice. Du coup, attention au timing quand vous faites les choses. Vous pourriez être un petit peu... comment on dit ça ? Vous pouvez être un petit peu gêné, puisque si pour pouvoir changer en fait la caractéristique qui bénéficie de ça, vous allez devoir activer Kyros. Donc si vous vous dites, voilà, là j'ai pas activé mon milicien à l'épée, je vais donner un bonus de force parce que ça va être utile pour le milicien à l'épée. Mais du coup, début du tour suivant, au début de l'activation, vous dites, je vais activer mon milicien avec l'arbalète. Mais du coup, il pourra pas bénéficier d'un bonus de dextérité parce qu'il vous faut activer Kyros avant. Donc faites attention quand vous faites les changements. Ça peut parfois vous embêter, vous jouer des tours. Donc soyez attentifs à votre timing dans le jeu. Mais tout ça pour dire que il a beaucoup de bonus intéressants, il apporte plein de choses.
notamment des compos à thème vraiment cool, qui sont assez très tanky, puisque au final, vos miliciens ne testeront jamais leur morale tant qu'il est en jeu, et donc ils seront jamais prostrés, vous pouvez pas vous en débarrasser sur un jet de morale moisi. De même que les attaques de feu, par exemple, voilà, ça fera rien parce qu'ils testent pas. Le poison, ça va diminuer leurs caractéristiques, mais ils vont pas tester le moral non plus. Bref. Et puis, pour le dézinguer, lui, si votre adversaire, la personne qui joue Kyros décide de tanker, ça va être compliqué puisque il effectue des comptes pour 1 PA. Alors, on peut tout à fait magouiller pour passer outre, c'est-à-dire que vous pouvez faire des attaques qui ne lui permettent pas de défendre normalement, comme des coups de pied, par exemple. Ou des coups de boule, parce que je crois que c'est constit opposé. Mais voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Vous pouvez également lui tirer dessus, il peut pas faire des contres quand vous lui tirez dessus. Mais dès qu'il est au corps à corps, ça va devenir vraiment une plaie, puisqu'il fait quand même mal. 6 dégâts, c'est pas négligeable. Il a une force de 5, donc ça veut dire qu'il touche quand même très bien. Et il a sa capacité qui, même avant même d'être très effective, elle va faire peur, puisque effectuer des contres pour 1 PA, je veux dire, vous faites 3, vous faites votre mouvement gratuit, vous mettez au corps à corps, vous faites 2, 3 attaques, ce qui va lui prendre 4 à 6 PA, et ensuite vous gardez 2 PA pour faire des contres. Il commence à 9 au niveau des contres, ce qui est loin d'être dégueulasse, ça va quand même piquer. Moi, c'est pas une figurine où je me sens particulièrement enthousiaste quand je l'ai en face de moi. Je me dis, voilà, il va falloir que je gère un personnage qui est au corps à corps, souvent, est quand même une grosse épine. Il y a également le désarmement qui est une compétence qui est utilisable contre Kyros pour l'empêcher de vous enquiquiner, mais il y a moyen de le gérer, mais en attendant, c'est quand même un personnage qui est important. Au niveau des objets qu'on peut lui donner, Racine de Mandragore, parce que sur un 10, il est niqué, et c'est très embêtant. Vous pouvez lui donner Viatique, Cataplasme. Excusez-moi. Vous pouvez lui donner un filet également, parce que il lance extrêmement bien les filets. Vous pouvez lui donner, plein d'objets. Il n'y a pas non plus d'objets absolument mirifiques. Je me demande si sa bâtarde, ce serait pas intéressant de la remplacer par une Dussac. Puisque la Dussac, sur une réussite critique, permet de récupérer des PA. Mais en attendant, j'ai pas la Dussac en tête. Je connais juste l'effet. Mais en attendant, elle fera peut-être pas autant de dégâts, ou ce serait pas aussi sûr que ça. Je ne sais pas. À mon avis, dans les armes, il y a quelque chose de bien à faire. Au niveau de l'armure, il n'y a pas besoin de la changer. Vous avez ce qu'il faut. Donc vraiment, Kyros, extrêmement stable. Même pour 120 points, on a l'impression que c'est cher, mais j'ai toujours trouvé qu'il était extrêmement rentable dans son état. Et avec le bonus de Karak, si vous faites pas forcément un full milice, mais que vous prenez par exemple un arbalétrier, un milicien à l'épée et Kyros, ça lui fait 10 points en plus pour booster les Karak. Moi je pense que c'est toujours envisageable et c'est toujours rentable d'avoir ce genre de petites choses. Au final, 5 points par milicien, c'est une potion par milicien. Seulement là, vous pouvez l'utiliser tant que le chef de la milice est sur le coup. Non, je pense vraiment que Kyros, c'est un très bon investissement et qui peut faire vraiment de très très bonnes choses. On passe à Torquemada et j'ai l'impression que beaucoup vont juste regarder ce Tactica pour Torquemada en fait. Torquemada, élémentaliste, 80 points, milicien égale 4, donc ça c'est déjà pas mal. Constit 4, dextérité 3, force 4, mental 6, 4 de mouvement, 8 PA, 25 points de vie, sceptre sacré, 1d5 plus 2 dégâts. Aura de foi, les Kintors à moins de 6 brasses de l'archevêque considèrent tout leur jet de morale comme automatiquement réussi. Une fois de plus, un personnage intéressant pour les miliciens, puisque même s'il n'est pas chef de la milice, il peut avoir jusqu'à 4 miliciens, ça c'est important. Mais surtout, les Kintors à moins de 6 brasses, donc
pas que les miliciens, mais les Kintors, considèrent que tout leur jet de morale comme automatiquement réussi. Contrairement à Quiros qui ne faisait pas faire de jet de morale, là c'est des jets qui sont automatiquement réussis, que ce soit pour le feu, pour vengeance, pour le jet de morale suite au point de vie qui arrive dans les cases colorées, etc. C'est automatiquement réussi, ça va vous filer des gros bonus. Parce que vous n'avez même pas besoin de tirer le dé, c'est bon, on peut passer à autre chose. Alors, à 80 points, c'est un magicien qui est très compétent, mental 6, ça rigole 0. C'est un élémentaliste, donc le domaine de magie qui est le plus axé blast, on va dire ça comme ça. Vous avez le sort primaire qui est primordial, qui est la petite boule de feu, ainsi que le sort qui permet d'entraver les mouvements. Donc déjà un bon début, avec des sorts de boost également que vous pouvez piocher, mais il a 2 sorts qui lui sont réservés, et c'est ça qui, je pense, fait un peu sa renommée. Vous avez le premier qui s'appelle Jugement Dernier, il est réservé à Torquemada, 3 PA, 6 brasses, durée immédiate, 1 par tour, difficulté c'est 15, donc c'est très facilement lançable. Torquemada avec la toute puissance des éléments, un éclair de foudre tombe littéralement du ciel, provoquant un des 10 plus 5 dégâts sur la victime. En cas d'échec critique, tous les briscards, excepté Torquemada, subissent 1 des 5 dégâts. Le Jugement Dernier s'esquive comme un shiver et ça coûte 15 pièces d'or. Ce sort est vraiment très très puissant. Il fait déjà de très gros dégâts. Pour un sortilège, c'est vraiment fort. On a la possibilité d'esquiver avec un shiver, ça c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, puisque quitte à se prendre des dégâts, autant pas perdre CPA derrière, mais du coup, là, on est obligé de faire une esquive. Chose étonnante, il a 6 brasses de portée. La plupart du temps, c'est souvent 5 brasses, mais voilà, c'est une petite note, voilà. Vous pouvez le faire une fois par tour, donc grosso modo, c'est un petit peu le boulet de canon version sortilège de Torquay. Chose intéressante, si vous faites un échec critique, c'est pas perdu, puisque tous les briscards subissent 1 des 5 dégâts, et du coup, c'est clairement pas dégueu. Vous avez clairement la possibilité de faire des dégâts même si vous vous plantez. Alors après, tous les briscards subissent 1 des 5 dégâts, ça veut aussi dire que tous les briscards font des jets d'esquive comme un Shiver Me Timber. Moi je l'ai toujours considéré comme ça. Si quelqu'un passe par là et me dit que c'est pas juste, voilà, mais en attendant, vous allez un peu nettoyer la table des PA qui restent pour les gens. Alors, c'est un échec critique, donc normalement c'est censé être négatif, mais moi j'y vois plutôt du très neutre, puisque ça va pour vous et pour les autres, donc tant qu'à faire, pourquoi pas, autant prendre ça, c'est toujours bénéfique. Le deuxième sort, c'est Purification, 3 PA, 1 ennemi, 6 brasses ou moins, immédiat, 1 fois par tour, difficulté 17. La cible prend feu instantanément et subit 1 des 10 plus de dégâts de feu. Tous les briscards à moins de 2 brasses de la victime devront tester leur morale au début de l'activation. C'est l'allié le plus proche qui prend les dégâts. En cas d'échec critique, ça coûte 12 pièces d'or. Et ce sort-là, à mon avis, est presque plus intéressant. Puisque du coup, il va vous permettre d'avoir déjà des dégâts de feu. C'est-à-dire que ça va rester, ça va faire un dégât par tour. Il va falloir l'éteindre s'il veut stopper les dégâts. Mais surtout bien utilisé sur des briscards qui sont groupés ou s'il y a un objectif que vous voulez un petit peu dégager. Tous les briscards à moins de 2 brasses de la victime devront tester leur morale au début de l'activation. Tous les briscards, c'est les vôtres aussi, donc un petit peu d'attention s'il vous plaît. N'utilisez pas ça forcément dans le tas au milieu de rien. Mais c'est un sort que je trouve très intéressant, notamment si en face vous avez des briscards qui ne sont pas vraiment blindés niveau moral, et qui pourraient fuir assez rapidement, prostrer assez rapidement. Je pense notamment à des dodgers, qui souvent sont vraiment chiants à attraper. Bien joué, c'est une plaie. Vous avez également des figurines comme le Fugu, chez les Ichtiens, qui sont très embêtants, mais qui ont un moral relativement bas, du coup ça peut jouer. Vous avez vraiment la possibilité d'utiliser ce sort pour vous permettre de jouer sur les 2 tableaux, déjà faire des dégâts et ensuite faire tester un maximum de briscards au début de l'activation. Après, on sait que les dégâts de feu, vous ne testez qu'une fois. Si vous réussissez, vous ne subissez plus le jet de morale à faire pour le feu. Mais là, dans le cadre du sort, je pense que
à chaque fois que vous faites le sort, ça va s'appliquer. Les briscards ne vont faire qu'un seul jet de morale. Il n'y a pas cumulation des jets de morale. Il n'y a pas cumul, pas cumulation. Il n'y a pas cumul des jets de morale si vous avez plusieurs fois ce sort qui fonctionne à portée. Mais je pense qu'à chaque fois que ce sort est utilisé, si vous n'avez pas un jet de morale à faire, vous allez quand même devoir le faire. Alors bien entendu, peut-être que je dis du caca, donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose à redire là-dessus, à me le mentionner. Sans autre. Alors, pourquoi est-ce que je dis que Torquemada, y a beaucoup de gens qui vont regarder le Tactica que pour lui? Eh ben, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il est extrêmement surévalué. Torquemada, c'est un excellent magicien. Il peut faire de très gros dégâts. Il est très attrayant parce qu'il a 2 sorts de blast qui font un D10 plus 5 et un D10 plus 2. Mais voilà, il a un sort de soin également, grâce à l'élémentalisme. Mais ça reste, à mon avis, un personnage qui est dans la norme, qui est très bon pour un magicien. Il a de bonnes statistiques, il est capable d'encaisser au corps à corps tout en mettant 2-3 coups de sceptre si besoin. Mais ça reste un personnage qui est, à mon avis, dans la... Comment dire ça ? Dans la vision que les gens en ont, ou en tout cas certaines personnes que je connais, c'est « Ah, Torquemada, il est trop fort ». Non, Torquemada n'est pas trop fort. Déjà, souffrant de cette réputation de « Ah, Torquemada, il est trop fort », c'est souvent la première victime chez les Kintors parce que les gens en ont peur ou le redoutent ou se disent « Bon, bah j'enlève l'épine du pied ». Et il a quand même que 25 PV, c'est pas forcément folichon. Il a 4 de constit, donc voilà. Et il faut arriver à le protéger, et on sait qu'à Briscard, protéger une figurine, c'est pas évident en fonction de la table ou du scénario. Donc attention, moi j'ai vu des Torquemada voler au premier tour, parce que la personne en face s'est dit non mais je vais tout mettre dessus, comme ça le mec hyper bourrin, il est viré. Après la personne n'a pas pour autant gagné, puisque derrière il restait les Kintors qui tapent. Et quand ça tape un Kintor, ça tape souvent très fort. Du coup, Torquemada est un bon magicien. Il souffre de cette réputation de gros bourrin niveau magie. Et du coup, je pense qu'il y a meilleur temps de jouer d'autres magiciens qui sont chez les Kintors. Parce que les autres magiciens sont très bons également. Ce que vous pouvez lui mettre comme sortilège. Donc, le sort de soin est toujours très attrayant. Parce qu'on se dit, ouais, je vais l'utiliser pour soigner mes Kintors et mes machins. À savoir que le sort de soin ne peut pas être utilisé sur lui-même, donc prévoyez peut-être un viatique pour Torquemada, préparez des cataplasmes sur une figurine à côté pour pouvoir le soigner et qui tienne un peu plus le choc. Niveau armes et armure, à mon avis, laissez tomber parce que ça servira à rien d'augmenter son coût pour quelque chose qu'il ne va pas utiliser. Niveau objets divers et variés... ne pas oublier, comme c'est un magicien, que vous avez accès à grimoire et parchemin. Grimoire, ça donne accès à un arcane qu'il ne maîtrise pas. Évidemment, vous devez payer tous les sorts en supplément. Et parchemin, ça donne accès à un sort d'un arcane que vous ne payez pas, et vous devez payer le sort en plus. Le parchemin coûte 3 pièces d'or, et l'arcane coûte, et le grimoire coûte 5 pièces d'or. Je crois que c'est les coûts en vigueur actuellement, parce que ça a changé plein de fois, et du coup, je suis pas forcément à jour. Le parchemin, vous pouvez utiliser le sort autant de fois que vous voulez, quand vous l'avez. Aussi petite précision. Du coup, pourquoi ne pas taper dans un relance en bonne fortune, le sort que tout le monde devrait avoir dans sa poche, ou alors essayer de chercher des sortilèges, peut-être de boost, que vous pourriez avoir dans... je vais y arriver, en symbiose, par exemple. Il y a moyen de faire des choses intéressantes avec Torquemada et surprenantes, notamment un truc plutôt... comment on va dire ça plutôt intéressant que j'ai vu sur une liste, mais je sais plus laquelle. Je sais pas si on me l'a partagé, mais bref. Quelqu'un m'a soumis une liste avec Torquemada et des sorts de totémisme. Puisque le totémisme possède 3 sorts primordiaux, le totem d'air, le totem de terre, le totem de feu et le totem d'air. Oui, je crois que c'est ça. Il m'a proposé une liste avec justement le totem de feu et le totem de terre que je trouve extrêmement intéressant puisque le totem de feu permet de faire des dégâts de feu
à portée du totem, mais le totem de terre permet également de faire de poser problème au niveau du mouvement adverse. Et avec les deux sorts d'élémentalisme qui sont la petite boule de feu et le sort d'air supplémentaire, il y a moyen de faire des trucs un peu craqués. Je dois bien avouer que j'ai pas vraiment potasser Torquemada avec les sorts de totémisme, mais je pense que pour le Tactica 3, je vais un petit peu regarder ça, ça me paraît assez intéressant. Mais aussi, ça vous fait un personnage qui, ma foi, est relativement résistant, sans pour autant être intuable, clairement pas. Et du coup, qui va coûter quand même assez cher, puisque vous allez devoir lui mettre des sortilèges, et ça va augmenter son coût de base. Donc, Torquemada, bien, pas ultime, arrêtez de penser ultime Torquemada. Et surtout, ne prenez pas automatiquement ces sorts de base parce qu'ils sont déjà quand même bien chers. 15 pièces d'or, 12 pièces d'or, ok, ça fait des blasts, mais il y a peut-être mieux à faire pour moins cher. Et de toute façon, au niveau des dégâts, les Kintors sont pas en reste. Vous avez moyen de faire des choses vraiment intéressantes. Donc, à utiliser avec intelligence. Et je pense que vous pourrez en faire quelque chose de très très bon. On va passer à Valdez, le cavalier et la monture. Valdez qu'on a vu dans une sortie que j'avais traitée. Donc Valdez, 115 pièces d'or, constitue 5 dextérité 4, force 6, mental 4, 5 de mouvement, 9 PA, 28 points de vie, armure 1, 6, moins 2, 6 points de vie pour l'armure. La guisarme de cavalerie occupe les deux mains, 3 PA, allonge 7 dégâts. Les jets d'armure adverses font des échecs critiques sur 1, 2, 3. Les contres coûtent 1 PA de moins. Arme de prédilection, il manie ses guisarmes à une seule main. Spécial, lorsque Valdez tente de désarçonner, l'adversaire n'ajoute pas la constite de la monture à sa défense. Je vais parler de la monture après, parce que ça va changer un petit peu son utilisation. Valdez a le même coup que Kyros, et du coup... Yanis, salut Yanis, avait fait un post sur Facebook très intéressant sur la comparaison entre Valdez et Kyros. Pour moi, Valdez est un personnage qui va être plus agressif que Kyros, qui va tenter quand même qui va avoir tendance à être plus défensif. L'armure de Valdez est moins intéressante que celle de Kyros. Cependant, son arme est mieux, puisqu'elle fait 7 dégâts. Ça coûte un peu plus cher pour taper, mais il a plus de PA, donc ça peut compenser. Il est très clairement axé un peu plus combat, vu que la force est de 6. Valdez à pied, c'est clairement plus agressif qu'un Kyros à pied. Vous allez indiquer à votre adversaire, voilà, je vais jouer plus offensif que si j'avais juste Kyros. Les contres coûtent 1 PA de moins, c'est certain, mais ça coûte quand même 2 PA. Et à savoir que pour taper avec la guisarme, ça coûte 3 PA, donc il sera peut-être moins enclin à garder beaucoup de PA pour défendre. Ce qui est intéressant avec Valdez, c'est que vous pouvez lui mettre un bouclier, puisqu'il manie sa guisarme à une main. Donc dans l'objet à prendre en compte, le bouclier n'est pas forcément à négliger, même si le pavois, celui qu'on aime jouer en fait, coûte vraiment très très cher. Une bonne attaque, une bonne constite, une bonne armure, un bon slot de PV, un bon mouvement. Les Kintors qu'on a vu avant avec 4 de mouvement, je crois, tous. Lui, il a 5, donc ça va un peu plus vite. Du coup, c'est un personnage qui est très intéressant. Malheureusement, il est en concurrence avec tous les personnages qui valent un peu plus de 100 pièces d'or. Ce qui fait que on a le choix, mais en attendant, trop de choix, parfois tue le choix, comme on dit. Moi, je l'aime bien. Je trouve vraiment intéressant. Je trouve qu'il a une bonne bouille aussi au niveau de la figurine. Il se met très bien avec les miliciens. Il est pas chef de la milice, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on peut pas tout lui mettre non plus, faut pas déconner. Et du coup, à utiliser, si vous avez envie d'une petite variante qui tape un peu plus fort que Kyros, au niveau de Valdez à pied, vous pouvez le prendre ça. Mais le vrai intérêt de Valdez, c'est qu'il monte Razorback, la monture Kintor, qui est 110 pièces d'or, constitue 6, dextérité 3, force 6, mental 2, agressivité 3, 5 de mouvement, 7 PA, 26 PV, pardon. L'armure naturelle de la bestiole, -1, 7, -2, 6 points de vie pour son cuir. Bonus de coup de corne, pardon. 3 PA, 1 de 5 plus de dégâts, saignement. En frénésie, ajoute son agressivité à chacun de ses jets de dés. Ça, c'est très très puissant. Et peut se déplacer de la moitié de son mouvement gratuitement après avoir mis hors de combat un adversaire. L'intérêt d'avoir Razorback, c'est que Valdez va pouvoir garder ses points pour taper. Ses PA pour taper. Du coup, vous bougez avec Razorback, vous faites votre mouvement gratuit. Ça vous coûte rien. 5 de brasse.
Vous mettez un coup ou deux avec Valdez. Vous mettez un coup de corne avec Razorback. Vous essayez de tuer votre adversaire, parce que c'est quand même le but. Et ensuite, Razorback, il peut se déplacer de la moitié de son mouvement pour aller vers un autre adversaire, ce qui fait quand même 2 brasses et demi. Ce qui le met à portée de beaucoup de gens, ou en tout cas ce qui peut mettre Valdez à portée de beaucoup, vu qu'il a allonge avec sa guisarme. Donc ça peut vraiment être quelque chose de très très fort. Vous pouvez enchaîner les kills avec Razorback et Valdez si votre adversaire ne se positionne pas très bien, ou que vous avez décidé de... Enfin, que vous avez l'opportunité d'affaiblir un peu chaque figurine avant avec des tirs, comme par exemple avec soit de la magie, soit l'arbalétrien, le milicien à l'arbalète, soit carrément si vous avez décidé de jouer un peu gros tas avec le canon, on va y venir après, vous avez vraiment moyen de faire des trucs assez craqués. Il faut évidemment toujours que la table le permette, mais Valdez sur Razorback, ça coûte un bras, on est d'accord, ça fait quand même 225 pièces d'or, ce qui vous fait un peu moins de la moitié de votre pool, en partant du principe que vous jouez les montures et les colosses à 500 pièces d'or et pas à 400. Mais du coup, vous pouvez vraiment en faire quelque chose de très très fort et de très très menaçant. L'inarrêtable en frénésie, il ajoute son agressivité à chacun de ses jets, il ajoute 3 à chacun de ses... Oh, j'arrive plus à parler. À chacun de ses jets de dés quand même, le Razorback. Du coup, c'est clairement pas dégueulasse, on a presque envie d'avancer Valdez. J'avais dit ça dans la sortie. On a envie d'avancer Valdez, de descendre et de laisser Razorback au milieu des troupes adverses parce qu'il va faire un carnage s'il survit le tour qu'il doit. Non, vous avez vraiment moyen de faire plein de choses intéressantes. Les montures sont extrêmement puissantes parce qu'il y a beaucoup de PA, il y a beaucoup de PV, vous pouvez faire beaucoup d'attaques. Il y a vraiment plein de choses et du coup Valdez sur Razorback est une vraie menace à prendre en considération. Ça rigole zéro. Moi dès que je vois cette figurine sur la table de jeu, je sais que je vais avoir du mal parce que souvent je prends pas forcément en compte le fait qu'il puisse y avoir une monture. Ça rigole très très peu à ce niveau-là. Même s'il y a des tactiques pour les montures comme le désarçonnage, essayer de faire peur à la monture, tout ça. Faites attention s'il est sur la table de jeu, vous allez devoir jouer un petit peu finement et un petit peu serré. Vous pouvez rajouter à Valdez un filet. Alors ça, vous avancez avec Razorback, vous balancez le filet avec Valdez parce que du coup il a quand même il démarre très bien au niveau des lancers. Et une fois que votre cible est immobilisée, vous allez chercher ailleurs, puisque le tour d'après, la cible du filet ne pourra pas bouger et ne pourra pas porter secours et assistance à ses petits camarades, ce qui est souvent symbole de je vais te mettre une grosse claque en travers de la tronche et tu vas difficilement pouvoir te relever. Non, vraiment, Valdez et Razorback, méfiez-vous, c'est clairement pas là pour rigoler et ça peut vraiment faire de très très gros dégâts. On passe à Vasco. Vasco pour 99 pièces d'or, consti 5, dextérité 3, force 5, mental 3, 4 de mouvement, 7 PA, 26 points de vie, l'armure de conquistador. -1, 7, -3, avec 8 points de vie au niveau de l'armure. La Zweihander qui fait 8 dégâts, perce armure ça fait 8 dégâts, si la botte passe, l'armure de la victime est endommagée d'un des 5 cases, il a discipline de fer, tant que le leader est en jeu, Vasco utilise le mental de celui-ci, et il a un équipement automatique qui est le viatique. Vasco, figurine présente dans le starter, et qui est une excellente figurine. Consti 5, force 5, 3 de dextérité, 3 de mental, 4 de mouvement. Pour 100 pièces d'or, c'est vraiment pas si mal. 7 PA, mais c'est logique parce que c'est une des premières à être sorties. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ait plus. Et en même temps, avec une épée à deux mains qui coûte 2 PA pour taper et qui fait 8 dégâts, on n'a pas envie qu'il ait beaucoup plus de PA non plus. 26 points de vie qui sont suffisants avec l'armure qui soustrait automatiquement 1 et jusqu'à -3. C'est clairement pas dégueulasse. Le perce armure, si ça passe, vous pouvez maraver l'armure adverse. Et ça fait toujours 8 dégâts. Un coup de Zweihander dans la tête, ça fait toujours du bien. La discipline de fer qui... Alors, la discipline de fer, c'est à la fois intéressant
Et c'est à la fois parfois un peu traître, puisque c'est comme une figurine qui coûte 100 pièces d'or, enfin 99. Et suivant les compos, c'est assez rare, mais suivant les compos, ça peut clairement être lui le chef. Du coup, il va pas utiliser, il va utiliser son mental à lui, voilà. Mais également, suivant qui vous avez également, je crois que certaines figurines, il faudrait que je regarde en fait parce que j'ai Bruto en tête. Voilà, par exemple, Bruto, voilà, on va le voir à la fin de la vidéo, c'est le dernier que je vais présenter. Il a un mental de 1. Et du coup, c'est un petit peu embêtant parce que comme il est plus cher que Vasco, du coup, Vasco, il va prendre le mental de 1. Voilà. C'est un petit peu bizarre. Mais en attendant, voilà, c'est écrit texto. Tant que le leader est en jeu, Vasco utilise le mental de celui-ci. Donc si vous avez un mental inférieur à 3, vous êtes niqué. Il est un petit peu à l'image du leader. Si le leader est un peu un poltron ou un peu un crétin, Vasco, c'est la même chose. Non, par contre, excellente figurine. Malgré ses 7 PA, il fait quand même 8 dégâts à chaque fois qu'il tape. 8 dégâts, c'est énorme. Ça fait très très mal, surtout qu'il commence avec une force de 5. C'est un personnage... il est à l'image des Kintor. Hein. Il tape extrêmement fort. Il a des statistiques qui sont bonne et du coup il va vous emmerder pendant plusieurs tours puisque entre ses points de vie et son armure il peut rester là à tanker une constitution qui est suffisamment importante pour vous permettre de rester vivant même si on vous tape dessus. Il faut quand même y mettre grosso modo plus que 100 pièces d'or pour arriver à le dézinguer. Et ça va occuper votre adversaire pendant un moment. Vasco, c'est une de mes figurines, je pense, préférées aussi dans le style, parce que l'épée à deux mains, je trouve qu'elle est vraiment stylée. Et du coup, j'aime énormément le concept du conquistador. C'est vraiment une figurine que j'aime beaucoup. J'apprécie énormément de l'avoir. Si je joue, j'apprécie nettement moins de l'avoir en face, parce que je sais que je vais devoir utiliser plus de ressources que ce qu'il ne vaut réellement. Voilà. Au niveau de l'équipement, il a déjà un viatique, donc il n'a pas franchement besoin d'autre chose. Peut-être en fonction de votre liste, quand vous faites votre liste et que vous découvrez que votre leader est un peu plus con que Vasco, mettez-lui une racine de mandragore, ça lui évitera d'être prostré pour une bêtise. Toujours très utile. Bon, évidemment, Grigri, poupée vaudou reste toujours des objets utiles, hein, mais j'en parle pas parce qu'en soi, je pense que tout le monde connaît l'utilité de ces objets-là. Il est également assez doué quand il jette des filets. N'oubliez pas que, comme son nom l'indique, mais je le précise parce que parfois il y a des gens qui oublient un petit peu, Latzweihander prend les deux mains. Et oui, mesdames et messieurs, c'est un scoop, attention. Et du coup, si vous voulez utiliser une autre arme ou réaliser une action qui vous demande des mains, vous devez rengainer l'arme. N'oubliez pas que c'est une action qui est faisable, rengainer, dégainer. C'est quelque chose qu'il va vous falloir faire. N'oubliez pas également que vous avez accès à un baudrier mystique dans un des ravages. Vous avez un objet qui vous permet de faire rengainer, dégainer pour 0 pièce d'or. N'oubliez pas. Alors du coup, le viatique, vous pouvez lui mettre un cataplasme pour essayer d'aider les autres. Vous pouvez lui mettre le baudrier qu'on vient de parler. Changer son arme et son armure serait une perte de temps et de points, selon moi. Ça vaut pas du tout la peine. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Je crois qu'on a fait un peu le tour. C'est un tasson qui fait très bien tank et qui fait vraiment le taf qu'il lui faut. On va passer à un autre tasson apprécié du grand public. Pablo Cortez El Burro. 99 pièces d'or. Alors du coup, directement en concurrence avec le précédent. Constitue 6, dextérité 3, force 5, mental 3, 5 de mouvement, 8 PA, 28 PV, armure il n'en a pas, pantalon en cuir et bottes, mais bref. H d'exécution, 3 PA, 9 dégâts, augmente le seuil d'armure de la cible de 3 si l'attaque passe. Cette arme est juste
Horrible. Avec cette arme, le D10 supplémentaire ne coûte que 2 PA et les réussites critiques s'effectuent sur 9 et 10. Sentence, une botte extrêmement cool qui coûte le prix d'une botte mais qui fait 0 dégâts. La cible perd tous ses PA restants et la possibilité de défendre jusqu'à la prochaine activation. J'arrive pas avec les S et les C. Et le viatique en équipement. Alors, Pablo aussi un must-have pour beaucoup. Parce que, il tape, il fait 9 dégâts, bouilla. Un profil hyper stable, un peu plus tanky au niveau de la constite que Vasco. Cependant, il n'a pas d'armure pour encaisser les dégâts. Attention, il a plus l'air d'être c'est plus une espèce de glass cannon que vraiment un tanky. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger une figurine qui est déjà un peu affaiblie ou une figurine qui est pas trop forte. Il va faire, du coup, s'il fait un assaut, il va faire des critiques sur 8, 9, 10. Voilà, donc quand vous avez déjà une hache qui fait 9 dégâts, qui fait des critiques sur 8, 9, 10, et que vous rajoutez 5 à la force, ouais, ça passe bien. Et si par hasard le mec en face a une armure, il augmente son seuil de 3. Bref, ce machin, ça fait des dégâts monstrueux. Mais surtout, et peut-être plus que tout, et de façon extrêmement peu utilisée, j'ai l'impression, sa botte est complètement craquée. Mais vraiment, la cible perd tous ses PA restants et la possibilité de défendre jusqu'à sa prochaine activation. Si la botte passe, le mec en face, il est comme s'il était ceinturé, entre guillemets. Sans pour autant ceinturer Pablo. Donc, vous arrivez devant une cible, vous faites « t'es coupable ». Enfin, vous faites sentence, vous avez trahi Starling City, tout ça. Et ensuite, si ça passe, la cible ne peut pas esquiver les coups de hache que vous allez lui mettre en travers de la poire. Enfin, le coup de hache, parce que il n'aura pas assez de PA. Mais derrière, si vous avez un Vasco, derrière, si vous avez un Valdez, derrière, si vous avez qui que ce soit, qui joue la cible, si elle joue pas avant, elle ne peut pas défendre. C'est clairement, c'est une véritable sentence. La botte porte extrêmement bien son nom. Cette cible-là, elle est cannée. Et ça vaut pour toutes les figurines, que ce soit des montures, des colosses ou qui que ce soit, c'est quelque chose de monstrueux. Cette botte-là, elle est complètement craquée. Je sais pas tellement si les gens de GCM, quand ils ont fait le truc, avaient prévu déjà tout ce qu'ils avaient prévu de faire, mais cette botte, elle est complètement craquée. Hein. Vraiment. C'est hyper balèze. Il démarre que, entre guillemets, à 8 pour la lancer. Mais elle est complètement craquée. Moi, je suis archi fan de cette botte-là. Vous mettez un milicien derrière pour, en plus, le tour d'après, quand il récupère, il a 4 PA de moins. C'est bon. Le mec, moi, je remballe mes figurines et je vais pleurer dans un coin. Hein. Quand moi, je subis ça, c'est bon. Mon cerveau, il freeze, ça bug, ça se met à baver, bref. Il est vraiment, vraiment très bon. Pablo est excellent. C'est une figurine que je n'aime pas avoir en face de moi, parce que souvent, je la croise avec Valdez. Mais c'est une figurine qui est vraiment très, très forte. Très, très puissante. Flinguez-la au tir, parce que ce sera plus facile. Ou alors, soyez sûr de le buter. Mais une fois de plus, vous allez utiliser plus de 100 pièces d'or pour l'anéantir. Et du coup, l'investissement... voilà, c'est-à-dire que les figurines qui vont aller l'attaquer ne vont pas aller attaquer quelque chose d'autre ou ne vont pas réaliser les scénarios. Mais si vous laissez un machin pareil se balader sur la table, très honnêtement, vous êtes foutu. Il finira par tomber plus vite que Vasco parce que son armure, il en a pas et que sa constite ne va pas le protéger de tout. Mais en attendant, si vous le laissez agir, il va faire tellement de dégâts que ça va peut-être même pas être viable pour vous. Donc faites très attention à cette figurine-là, elle est extrêmement forte. On va passer à un autre craquage selon moi, c'est-à-dire Cartouche et El Diablo. Cartouche, 58 pièces d'or, constite 4, dextérité 3, force 3, mental 2, 3 de mouvement, 7 PA, 20 PV, la torchère, 3 dégâts de feu, en cas de réussite critique, la victime perd 1 en dextérité pour la partie, ça c'est vraiment crados, et le refouloir, l'allonge, 3 dégâts, en cas de réussite critique, la victime est assommée, ça c'est aussi complètement crados. Quand il manie le canon et le Diablo, Cartouche tire avec dextérité x3, donc il démarre à 9 pour un canon qui fait quand même bien mal, c'est bien. Il a également un viatique. Ah, j'ai pas parlé, des objets qu'on pourrait donner à Pablo. Grosso modo, Pablo, il a besoin de rien.
hein. Je reviens juste un petit peu sur Pablo. Il a besoin de pas grand chose, une racine de mandragore si vous voulez vraiment être certain qu'il aille jusqu'au bout des choses et qu'il fasse un maximum de dégâts. Mais de mon point de vue, il a besoin de rien. Après, si vous voulez augmenter son coût également, vous pouvez lui mettre une armure. Pourquoi pas. Mais voilà. Petit passage rapide sur Pablito. Et du coup, on revient à Cartouche. Donc, un personnage qui est intéressant parce que il coûte pas si cher et il a des effets sympas avec ses armes. Alors, il est clairement pas axé combat, hein, vous allez pas le prendre parce que c'est un foudre de guerre, le machin. Ça constitue 2K, dextérité 3, force 3, mental 2, 3 de mouvement aussi. On sait pas pourquoi, parce que voilà. Il a un viatique, ça c'est quand même important de le préciser, qu'il y a beaucoup de Kintors qui ont de base un viatique dans leur équipement, et c'est loin d'être dégueu. Mais ce qui est vraiment archi craqué, c'est El Diablo, parce que pour 50 pièces d'or, alors on a 7 munitions, 5 points de structure, les boulets c'est 3 PA pour tirer, cadence 1, ça c'est classique, 8 plus 1 des 10 dégâts, hein, merci, recharge 4 PA, gabarit une carte, portée 16, 4, entre parenthèses 11, 12, entre parenthèses 13, en cas d'échec critique, il ne pourra pas tirer au prochain tour, le tir est impossible si un adversaire se trouve à moins d'une brasse d'El Diablo. Ce canon est complètement what the fuck. Bon, à décharge, attention, c'était un des premiers canons qui est sorti. Je pense pas que tout ce qui avait, enfin tout le metagame ait été anticipé actuellement. Mais voilà, on ne peut pas s'empêcher de comparer cette petite merveille d'artillerie à ce qui est sorti pour les Maoc. Alors faire le comparatif est un peu con parce que le style de jeu est différent, parce qu'il y a plein d'autres choses derrière. Voilà, je sais très bien toutes ces choses-là, rassurez-vous. Mais en attendant, quand je vois ça, je peux pas m'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur. Un D10 plus 8 dégâts pour tout ce qui est sous la carte qui rate un shiver, c'est complètement craqué. Surtout que Cartouche tire à dextérité x3 et pas dextérité x2. Et que le duo coûte 108 pièces d'or. 108 pièces d'or, c'est Bruto qui vient après, hein. C'est le même topo. Hein. Voilà. De même que Cartouche, avec ses 7 PA, il peut tirer, recharger, ou recharger, tirer, en fonction de ce qui se passe. Il a suffisamment de force pour déplacer sa pièce d'artillerie sans problème. Enfin, en suivant les règles de pièces d'artillerie, c'est pas comme certains soldats, par exemple. Donc, c'est plutôt la violence. Je trouve que ce duo d'artilleurs canon est clairement super balèze. Après, ce que je remarque aussi, c'est que beaucoup de gens ne savent pas jouer l'artillerie et du coup ne le sortent pas. Donc en soi c'est très fort, mais les gens pêchent à l'utilisation du canon. D'ailleurs je vois assez peu de canons, que ce soit à part des Rotuma, parce que grosso modo c'est une arme de tir sur une figurine. Chez les Maoc je vois peu de canons. Le canon standard je l'ai très peu vu. Cartouche et El Diablo également, ainsi que le canon Sundar, voilà. Donc assez peu de personnes jouent l'artillerie, et pourtant le potentiel de destruction est carrément hyper craqué, surtout avec ce qu'on a vu avant. Je pense notamment à la botte de Pablo qui va du coup permettre de niquer les PA restants, et du coup s'il y a un tir d'artillerie après, la figurine a encore moins de chances d'esquiver. Il y a vraiment moyen, ou alors avec le sort de Torquemada, hein, qui fait déjà faire un shiver, il y a moyen de faire des choses vraiment très très fortes avec ce duo. Sur Cartouche, bon alors si vous voulez vraiment optimiser, vous mettez une potion de dextérité, comme ça au moins il sera sûr de toucher un tir. Puisqu'il démarre à 9 et les difficultés sont 16, 11, 13. Je pense perso que on est bien quand même. Hein. Il doit faire 2 sur le dé, le machin. Non, ça va, c'est pas trop un problème. Quand il est à portée moyenne, donc, enfin 2 c'est toujours un échec, mais bref. Sinon, ce que vous pouvez mettre sur Cartouche, parce que ça va être assez important à mon avis, c'est une racine de mandragore ou du rhum, parce qu'il a quand même que 6 de morale, et il a que 20 PV sans armure. Il suffit d'un ou deux petits tirs, et ça va être un petit peu embêtant.
il risque de ne pas pouvoir utiliser son canon et ce serait un petit peu dommage. Il a un viatique qui va lui permettre de récupérer, mais en attendant, attention quand même. Attention également avec El Diablo, puisque sa spéciale c'est le tir est impossible si un adversaire se trouve à moins d'une brasse de lui. Faites attention avec ce genre de choses, vous pourriez très vite être emparenté avec un petit dodger qui a décidé de se foutre là. Et du coup ça peut être embêtant, de même que les points de structure ne sont pas forcément très difficiles à descendre, et que El Diablo peut être balancé sur une de vos propres figurines, surtout maintenant qu'il y a les colosses qui ont des forces astronomiques. Avant, ceux qui avaient une force de 6, c'était quand même un petit peu c'était moins courant, on va dire ça comme ça. Du coup, attention quand même, ce n'est clairement pas invincible, mais le potentiel de destruction est tellement impressionnant que du coup, j'en ai un petit peu mal à mon fondement parfois. Donc voilà, très bon duo, peu vu sur les tables de jeu et dans les listes, à mon avis, parce que les gens, justement, essayez d'apprendre à jouer avec de l'artillerie, je pense que vous pourriez faire plein de trucs plutôt sympas. Il y a plein d'idées très sympas avec El Diablo, cartouche, ainsi qu'un canon standard. Parce que la petite astuce, c'est que vous pouvez mettre un seul servant pour 2 ou 3 pièces d'artillerie. Donc, mettons que vous décidez d'abord de tirer avec le canon standard. Ensuite, que vous tirez dans le tas avec le canon standard, vous faites virer les PA, et ensuite vous tirez avec El Diablo dans ce qui reste pour essayer de faire un maximum de dégâts. Ça peut vraiment faire le taf. Tactique qui peut être utilisée avec les Maoks également, mais bref, nous reviendrons là-dessus. Il y a également un objet... Attendez que je dise pas de bêtises. C'est quoi ? C'est chaîne et boulet, je crois, qui donne un +1 pour tirer avec les objets et qui donne des munitions supplémentaires avec les artilleries. Donc ça peut être aussi un objet qui peut être intéressant, justement parce que c'est une artillerie. C'est un objet qu'on voit pas forcément souvent... Enfin, qu'on voit souvent avec Rotuma, mais qu'on voit pas forcément souvent en dehors. Donc il y a moyen de faire des choses intéressantes avec ces deux figurines, je le redis, parce que c'est dommage qu'on ne les voit pas plus souvent. Enfin, c'est dommage pour les joueurs Kintor qu'on ne les voit pas plus souvent. C'est très agréable pour les joueurs des autres factions de pouvoir survivre à ce genre de choses. Mais voyez, donc les 3 dernières figurines qu'on a eues, vous allez devoir vous concentrer sur Cartouche pour essayer de le buter avant qu'il fasse tirer le Diablo. Vous allez devoir vous concentrer sur Vasco et Pablo Cortés parce que c'est 2 gros tas et que du coup, ils vont faire vraiment mal. Juste avec 300 pièces d'or, un peu plus de 300 pièces d'or, vous avez là 3 figurines où il va falloir potentiellement mobiliser plus que ce qu'ils valent, et ça veut dire que vous allez laisser des opportunités aux autres figurines qui sont là pour faire des objectifs, pour venir vous taper, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort, et même si les Kintor en soi sont souvent en sous-nombre, et bien comme vous allez devoir mobiliser plus d'énergie que ce que eux ils valent, le sous-nombre est un petit peu et intrinsèquement compensé. Du coup, attention. On va parler d'un dernier personnage qui... Ok, il n'a rien à voir avec la milice, si ce n'est peut-être qu'il a écumé les geôles des miliciens. On va parler de Bruto. Bruto, personnage que je trouve extrêmement cool au niveau de la figurine. Enfin, l'Irlandais qui donne des coups de poing à la snatch, moi je suis pour. Hein. 108 pièces d'or, 6 de consti, 4 de dex, 6 de force, mental 1, 5 de mouvement, 8 PA, 30 points de vie. Cuir épais, réduit de 1 chaque dégâts de saignement. Point américain, force plus 1 dégât, autant dire qu'il fait vraiment mal. Augmente le seuil d'armure de la cible de 3 si l'attaque passe. Coup de boule magistral, 2 PA. F plus C plus 1 des 10, C dégâts. Si le coup de boule passe, la victime est repoussée de 2 brasses, règle collision. Assomme en cas de réussite critique. Bruto est très clairement un de mes Kintor préférés. J'aime le concept de la figurine, j'aime énormément de choses. Je regrette qu'il ne soit pas... du coup, on a l'Épus qui est apatride. Je regrette qu'il soit pas apatride parce que ça aurait été tellement l'Irlandais qui se fait engager pour taper sur tout, quoi. Il s'en fout. Il veut boire et tabasser, ça me plaît. Mais du coup, consti de 6 qui est excellente, force de 6 qui en fait un monstre de corps à corps. Le cuir épais qui réduit les dégâts de saignement. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en attendant, quand vous vous battez contre du Tuléen, vous êtes content de pouvoir réduire de 1 les dégâts de saignement. Le point américain, force plus 1 dégâts, donc il n'a rien envie à aucun colosse. Hein. 7 dégâts à chaque fois qu'il met un coup de poing, ça pète. Augmente le seuil d'armure, ça veut dire qu'en face, même s'il a une armure, vous avez des chances à ce que l'armure ne fonctionne pas du tout.
utile sur des Birgus et sur des Rotuma, par exemple, ou des tortues de façon générale. Le coup de boule magistral, c'est une boîte à 2 PA, donc c'est une boîte qui est clairement très avantageuse. Force plus C plus un D10, ça changera pas de... Ça, c'est mieux que force plus dex, mais voilà. Et ça fait ses dégâts, très bien. Si le coup de boule passe, la victime est repoussée. De 2 brasses en plus, c'est même pas aléatoire, c'est clairement 2 brasses. Avec la règle de collision, donc vous pouvez vraiment cumuler les dégâts sur plusieurs figurines. Vous pouvez dégager un objectif, vous pouvez vous positionner et positionner votre adversaire. Dans Bruto, il est bien. Assomme en cas de réussite critique, le petit bonus qui n'est jamais à négliger. Non, Bruto c'est le top. Bruto c'est 108 pièces d'or qui sont rentabilisées à mon avis à chaque fois. Attention cependant parce que une consti de 6 c'est bien mais c'est pas invincible, il a pas d'armure pour encaisser. Donc attention, il finira par tomber, ne le jouez pas stupidement. Vous pouvez jouer des brutes avec les Kintor, il y en a plein, mais les jouer stupidement signifie qu'ils vont tomber plus vite que ce qu'ils auraient dû, et du coup vous allez perdre votre rentabilité. Bruto, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est un bourrin, hein. Il va falloir aller agressif, il va falloir aller au corps à corps, il va falloir montrer que vous êtes là. Sa subtilité passe par son coup de boule qui permet de faire bouger un adversaire. Si quelqu'un vous empêche de réaliser un objectif parce qu'il est dans la zone de contrôle ou parce qu'il y a quelque chose, vous jouez Bruto, vous lui mettez le coup de boule. Il va gicler à 2 brasses, peut-être avec une règle de collision, pourquoi pas, et du coup ça va vous permettre de vous libérer d'un adversaire en kikinant ou de quelque chose qui vous embête. C'est un petit peu à vous de voir dans la situation. Au niveau des objets que vous pourriez mettre à Bruto, la potion de force, hein, voilà, le running gag classique. Comme il fait des dégâts avec le point américain de force plus 1, pourquoi pas mettre un petit force plus 2. On va pas, voilà, ou même force plus 3 si vous décidez de mettre 2 potions de force sur l'animal. Pourquoi pas. Je pense que je mettrai aussi une racine de mandragore. C'est éventuellement faisable. 7 de morale, c'est pas beaucoup. Attention, il a quand même les cases colorées, il a pas analgie, donc il tabasse, mais il sait quand il doit se retirer. Ces 8 PA font que il peut faire 4 attaques s'il est au corps à corps. Je pense qu'il a pas besoin de changer d'arme. Hein. On va pas tergiverser là-dessus. Niveau autre, je pense que ça vaut pas la peine de lui mettre une armure. Quoique, pourquoi pas. Si vous voulez, mais ça augmentera son prix, effectivement. C'est un excellent lanceur, donc si vous avez des trucs à lancer comme des filets, ça peut toujours être utile. Il y a toujours moyen, par exemple, de balancer un filet, de mettre un coup de boule, balancer un filet, pour que l'adversaire se retrouve en position désavantageuse. Le coup de boule permet également de pousser l'adversaire dans un trou, où il devra faire un jet de réception, sinon subir des dégâts supplémentaires. Non, Bruto est clairement une valeur sûre. Après, il entre toujours en concurrence dans justement ce pool de personnages qui valent entre, je dirais 110 pièces d'or, donc Vasco, Pablo, Bruto, là aujourd'hui. Quiros et Valdez sont un peu plus chers, donc, mais sont également d'une certaine façon en concurrence, bien qu'ils aient d'autres effets qui se coulent. Voilà, donc cette liste, cette partie milice permet beaucoup de choses, il y a plein de trucs. On a envie de tout jouer, mais on ne peut pas, parce que, ma foi, ça a quand même son coût, les personnages qu'on a vus. Est-ce qu'il y aura d'autres objets pour Bruto ? J'ai l'impression que j'oublie un objet, mais... c'est peut-être juste une impression, je réfléchis là. Non, voilà, donc si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le mentionner. Pour tout commentaire, vous pouvez laisser sous la vidéo, vous pouvez également laisser les commentaires sur le Facebook de Briscard, sur le forum de TGCM. Si j'ai dit des bêtises ou que vous avez des réponses à mes questions ou que vous avez des questions à mes réponses, eh bien, vous pouvez également laisser tout ça là. On va donc clore ce Tactica. Merci d'avoir regardé, écouté malgré ma voix un peu déraillante. Et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.